Une initiative privée vise à faire venir dans la Haute-Galilée 300 000 personnes dans les prochaines années. Et Tzedaka Kalita a bien commencé. Cette année, vous pouvez donner jusqu'à 10 millions de shekels et être exonéré d'impôts. Il s'appelle Daniel Guggenheim. Chaque semaine, il nous reporte ce qui a buzzé dans la presse israélienne, économique bien évidemment. Et cette semaine, nous allons parler de la Galilée, de Kfar Saba qui s'est fait remonter les bretelles, on va voir pourquoi, de la famille Ronenbar et aussi, bien évidemment, de la campagne Israël Tzedaka. Surtout si vous êtes fortuné, ne ratez pas cette émission, ça va sûrement vous aider. Et d'abord, bienvenue Daniel. Voilà, bonjour. On va commencer avec une nouvelle qui concerne le nord de notre pays, la Haute-Galilée, plus précisément, qui a beaucoup souffert de la guerre. Mais comme on le sait, nous avons un peuple formidable et une initiative privée va peut-être changer la donne économique de la région. On pourrait d'ailleurs résumer votre introduction par Purim 2025. On va voir que la plupart des sujets-là sont liés à Purim pour différentes raisons. Maintenant, je pense aussi qu'on peut dire que ce premier sujet qu'on va maintenant parler, c'est aussi un peu Purim. C'est la force de l'initiative privée. De quoi il s'agit? Un monsieur du nom de Nissan Zeevi, qui était quelqu'un qui avait un fonds avec d'autres personnes d'investissement dans la biotech et l'agritech pour le nord d'Israël, essentiellement pour la Haute-Galilée, avant la guerre. Et comme malheureusement beaucoup d'Israéliens, il a été appelé pour des longues périodes de milouim, c'est-à-dire de réserve pendant la guerre. Et lorsqu'il en est sorti, il a vu l'État du Nord et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Lui, avec d'autres amis, a créé une association, donc privée, des initiatives privées, qui s'appelle à Galil Habaïta, c'est-à-dire revenons au Galil. À la maison, en Galilée. Revenons au Galil. Et son objectif, le titre de son objectif, faire revenir 300 000 personnes dans les 15 prochaines années au Galil et des gens qu'on appelle de qualité. Comment il a fait ça? Alors, il a commencé à créer une infrastructure de haute technologie en créant un bâtiment qui a 18 000 mètres carrés, qui donc à 27 bureaux déjà, et 3 chambres de travail. Et il dit, une des chambres de travail, c'est ce qu'on voit de la chambre, c'est le Hermon. Il dit, c'est la plus belle vue d'Israël, surtout maintenant quand c'est enneigé, j'ajoute ça. C'est vrai. Et il a amené d'ailleurs, pourquoi la presse là-dessus, il a fait venir la presse économique, donc Gloss, pour justement leur montrer qu'est-ce tout ce qu'il fait. Et il y aura aussi d'ailleurs là-bas de la publicité, une grande chaîne de publicité connue, Chometsky en Israël, Eldad Chometsky, va venir là-bas, et donc aussi, il va investir là-bas, dans les mois qui vont venir, un centre culinaire pour 100 millions de shekels, en disant aux cuisiniers de partout, vous pourrez faire ce que vous voulez, que votre imagination, et je vous donnerai tous les éléments pour ça. Et il s'engage à la chose suivante. Il dit, voilà, toute personne qui viendrait être salariée dans cet endroit-là, j'assure qu'il aura au moins un salaire de 13 500 shekels. Et moi, je suis prêt, enfin, mon association, subventionnera à 30% son salaire pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment... c'est génial. Il veut vraiment que ça change. Il a dit la chose suivante. Tous est venu, il a dit, regardez, mon idée, c'est comme ça. Je vois que à Kfar Giladi, d'où je viens, c'est un petit village, on pourrait dire une bourgade dans le Haute-Galilée, je vois que tout le monde est revenu. Par contre, je vois qu'à Kiryat Shmona, il y a eu que 1/10 de personnes, je crois, qui sont venues par rapport aux gens qui habitaient avant. En même temps, il faut comprendre que Kiryat Shmona a été exposé pendant des années et des années à la guerre. Alors, c'était pas une guerre comme on a vécu là, mais quand même pour eux, c'était terrible. Ils ont très longtemps vécu dans les abris. Et le reste du pays s'en lavait un peu les mains, il faut dire la vérité. Alors, lui, il dit, il ajoute quelque chose à vous, il dit, moi, je vois les TOS. Je vois que dans mon village, on est arrivé à faire quelque chose de commun. Et il a dit, c'est possible que dans ce village Kiryat Shmona, à part ce que vous venez de dire, il manquait ça, et donc les gens étaient moins attachés à revenir. Comme ça, il explique ce que vous dites est vrai, c'est vrai, bien entendu. Et il a dit, moi, ce que je voyais, c'est que dans le Haut-Galilée, il parle sur 82 startups qui existaient en la guerre, 70 sont pas revenus. Alors, donc, c'était tout ça, ce qu'il a fait, c'est de ce bilan-là qu'il a fait pour justement faire tous les actions dont nous venons de parler, et souhaitons-lui qu'il va réussir.
Eh ben, on lui souhaite de tout cœur. Et à présent, on va parler d'une autre ville d'Israël. Il s'agit de Kfar Saba, mais cette fois-ci, Kfar Saba s'est fait tirer les oreilles, si j'ose dire. La ville a été condamnée à une très forte, non pas amende, mais en tout cas de très forts dédommagements pour cause de trottoirs défectueux. Franchement, ça me fait plaisir parce que le nombre de gens qui se cassent la figure parce qu'il y a des trous dans les trottoirs, parce que la ville, que ce soit Kfar Saba ou ailleurs, ne fait pas attention à ses habitants, c'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. On dirait que vous aviez lu le verdict du tribunal. Eh bien non, je n'ai pas lu le verdict du tribunal, mais franchement, je me sens concernée. Voilà. Alors voilà, donc, pour reprendre ce que vous avez dit, en 2007, ça se passe il y a longtemps, mais vous savez, ce genre de choses, ça dure longtemps malheureusement, quelqu'un qui était vendeur, un piéton vendeur, et qui avait d'ailleurs un peu la tête ailleurs, il l'a reconnu, a fait... Écoutez, on a le droit de marcher en regardant le ciel. Mais... On n'est pas obligé de regarder ses pieds quand on marche. Alors lui, il dit qu'il a essayé dans son pensée pour savoir comment il allait bien vendre. Et il n'a pas fait attention. Il y avait, comme vous l'avez dit, dans un trottoir entre deux endroits, un petit espace. Et là-dessus, il est tombé. Un trou. Et il a eu 28% d'incapacité. Il a dû faire beaucoup d'opérations. Et le Bitoire Lomi lui a donné à lui ça lui a coûté au Bitoire Lomi 800 000 shekels. À part ça, la ville a dédommagé à lui personnellement encore 200 000 shekels, d'où on vient des 1 million de shekels. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal a dit, bien que le vendeur avait un peu la tête à côté, moi je dis qu'il y a une faute de la ville, ça s'appelle ça Zeirut. Les mots que vous avez dit doivent faire attention quand vous faites un travail, vous devez faire bien jusqu'au bout, faites ce qu'on appelle un trottoir bien fini, pas laisser des espaces entre deux endroits. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitoire Lomi a donné à cette personne-là, qui a reçu cette chute, lui a donné un remboursement et lui paye par mois. Et donc, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut le savoir, la Bitoire Lomi peut se retourner contre les villes. Il ne peut pas se retourner, par exemple, contre un employeur, parce que de toute façon, l'employeur paye au Bitoire Lomi justement pour ça. Mais pour la ville, il peut, dans des cas comme ça, il peut se retourner. Et il le fait pour retourner de l'argent public, parce qu'en vérité, c'est de l'argent public que le Bitoire Lomi, qui nous appartient à tous, qui veut récupérer sur une faute qu'a fait la ville, comme vous avez dit. Et donc, ils sont allés au tribunal et ils ont dit, nous, on veut récupérer. Il y a une loi, il y a un article qui leur permet, dans la justice, de récupérer dans ces cas-là l'argent. Et le tribunal a donc dit, comme je l'ai dit, vous devez rendre les 800 000 shekels, puisque c'est aussi un peu de votre faute. Et donc, c'est quelque chose de très important de savoir que si quelqu'un, malheureusement, parmi nos auditeurs, a une chute dans une municipalité, dans une ville ou n'importe où, il a la possibilité de se retourner aussi contre la ville pour pouvoir être indemnisé. Bon, au moins, comme ça, c'est fait et c'est important que tout le monde le sache. On va parler à présent d'une famille assez célèbre. C'est la famille de Ronen Bar. Il a une société familiale qui s'appelle Prodalim, qui vient d'entrer en bourse à Tel Aviv. Franchement, ils sont célèbres dans tout le pays pour plein de raisons différentes. Tout à fait. Donc, la société Prodalim est une société qui a été faite en 1991, donc il y a assez longtemps, par la famille justement de Ronen Bar, comme vous l'avez dit, ancien chef du Shabak, de la sécurité intérieure d'Israël. Et quel est le but de cette société? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose qui est très populaire dans le monde entier. Elle ajoute aux aliments des choses naturelles. C'est quelque chose qui est très recherché. Au début, elle faisait ça sur les jus. Maintenant, par exemple, elle a un nouveau produit qu'elle appelle Solos qui enlève l'alcool dans les aliments. Et en Europe, c'est très, très frisé ce genre de choses parce que il y a beaucoup de publicité contre la consommation d'alcool. Alors, si les gens voient cet aliment-là que j'aime tellement n'a plus d'alcool dedans, ça les incite à en acheter. D'ailleurs, justement, 3/4 de ventes de Prodalim se font en Europe, quand 1/4 se fait aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a eu ces 2,5 milliards de shekels, donc quand elle va entrer maintenant à la bourse de Tel Aviv? C'est parce que, comment elle a réussi à faire ça? D'abord, elle a eu, depuis ces années-là, elle a fait ce qu'on appelle une croissance interne et externe. Elle a mêlé les deux choses. Elle-même, donc, a fait, comme je dis, des produits et des choses comme ça, et a racheté des entreprises, surtout aux États-Unis, mais même en France et même au Brésil, qui faisaient des productions
parallèle à elle. Et donc, ces deux éléments-là lui ont permis d'avoir ce succès, comme on a dit, d'avoir maintenant une valeur de 2,5 milliards quand elle va être à la bourse de Tel Aviv. D'ailleurs, il faut dire que lorsqu'elle a proposé ce qu'on appelle aux institutionnels, quand on va à la bourse, on ne va pas d'abord vers tout le monde, on va vers les institutionnels. Eux, ils achètent une grande partie et après, ça va pour le reste du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 5 fois plus de demandes que ce qu'il voulait, ce qui leur a permis d'avoir la valeur de 2,5 milliards de shekels, qui prouve que c'est une société qui est très bien considérée parmi les institutionnels, c'est-à-dire c'est ceux qui gèrent en particulier les retraites, qui ont donc beaucoup d'argent. Et donc, je veux, pour expliquer ça, il faut voir le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a été en 2025 de 341 millions de dollars, une augmentation de 2,5 par rapport à 2024, mais c'est surtout ce que j'ai vu, le bénéfice qui a été de 25 millions de dollars, qui a été de 18% plus fort en 2024, ce qui explique cette réussite en bourse. Eh bien, c'est très clair, Daniel. Merci pour cette info. Alors, par contre, je vais refaire l'intro, Jonathan. Excuse-moi, parce que c'était une catastrophe que j'ai racontée. On n'a pas terminé maintenant. Il y a encore non, je sais. Je refais l'intro de cette question, d'accord? Bon, c'est pas grave, tu me couperas ce que j'ai dit, je vais te dire ce que c'était. Je continue. Et on va terminer cette émission avec un sujet important, un sujet qui nous touche à tous, c'est aider financièrement notre prochain. La campagne de la Tzedaka Israël, Tzedaka Bakalita, a commencé. Et si vous avez beaucoup d'argent, eh bien, sachez-le, vous allez pouvoir en gagner encore plus grâce à des nouvelles mesures de défiscalisation. Et donc, vous allez pouvoir faire de gros dons. N'est-ce pas, Daniel? Tout à fait. Purim, à part le fait d'écouter le rouleau d'Esther à la synagogue, et aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est que lorsque les rabbins ont institué cette fête, ils ont voulu, comme vous l'avez dit, faire la tzedaka d'abord pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas. Il faut penser à eux à ce moment-là, mais également, d'ailleurs, ça a été pour s'aider les uns les autres, ce qui représente, comme je l'ai dit, un peu tout ce que nous avons parlé pendant cette émission. Maintenant, de quoi je voulais parler? Je pourrais dire en boutade, vous pouvez donner cette année, et ça, chaque année, 10 millions de shekels à Tzedaka Kalita, et vous serez remboursé par les impôts de 35%. Comment faire et de quoi il s'agit? Il y a eu, c'est quelque chose d'assez récent, c'est la seule, à mon avis, qui existe en Israël, ce fonds de gestion qui s'appelle Keshet, a été créé il y a plusieurs années, mais maintenant elle a fait une interview dans le journal parce que c'est la période aussi. Bien sûr. Et ils ont dit d'ailleurs, ce serait important puisque je voulais dire, vous m'avez parlé en antenne comment Kalita a aidé pendant cette période, aussi pendant la guerre, etc. Et ils ont dit, ce fonds-là, lorsqu'ils ont parlé, ils ont dit, au début de la guerre surtout, il y avait beaucoup d'associations qui avaient besoin d'argent pour aider sur le terrain. Et ces fonds-là, ce fonds d'investissement a aidé beaucoup pendant cette période-là ces associations. D'ailleurs, ce fonds, il faut savoir qu'il gère 1 milliard de shekels à l'heure actuelle. Et ils disent qu'ils ont déjà versé, depuis qu'ils existent, 1 milliard de shekels aux différentes associations, qui sont 1100 associations à qui ils ont déjà donné. Pour pouvoir recevoir, il faut que nous, ce qu'on appelle, comme Kalita là, le Seif 46, c'est-à-dire l'alinéa 46, pour pouvoir recevoir 35% de ce qu'on a donné. Maintenant, l'État permet chaque année jusqu'à 10 millions de shekels de donner, de pouvoir donner donc à ces associations. Ça peut être anonyme ou pas. Enfin, mais il faut savoir que c'est vous qui le donnez, que c'est vous qui le donnez. Mais on peut choisir son association parmi tout cela, et on est remboursé jusqu'à 35% de cette somme-là. Maintenant, donc il s'agit surtout de familles fortunées. C'est quelque chose qui est déjà beaucoup aux États-Unis parce que il y a aux États-Unis beaucoup de gens fortunés depuis très longtemps. En Israël, ça existe surtout depuis le moment où Israël a réussi au niveau haute technologie, ce qu'on appelle l'exit. Vous avez des gens à la fleur de l'âge, comme ça dit ce fonds-là, qu'ils ont tout d'un coup beaucoup d'argent. Ils ont reçu beaucoup d'argent maintenant parce qu'ils ont réussi à vendre leur entreprise ou ils ont eu des options, quoi qu'il en soit. Et ils pensent pas obligatoirement le donner de façon philanthropique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On donne l'argent dans ce fonds, ce qu'on veut, et le fonds le gère d'abord économiquement pour avoir une rentabilité, mais conservatrice. Il ne va pas faire des trucs spéculatifs, d'accord? Mais il fait que l'argent va garder sa valeur au moins, et
le bénéfice sera lui aussi exonéré totalement d'impôts, puisque de toute façon, c'est quelque chose, qui est un fonds qui est fait pour donner pour des associations qui ont le droit d'avoir. Donc, c'est formidable. Cet argent va augmenter. Et en plus, il y a la chose suivante. Ils disent, voilà, vous pouvez gérer quand est-ce que vous voulez donner vos dons aux associations, suivant d'abord vos revenus par rapport au fisc, puisque pas tout le monde peut donner 10 millions chaque année, d'accord? Mais aussi, pour qualité, on peut sûrement. Mais je dis de façon globale, les gens, effectivement, doivent gérer ça. Et à part ça, eux, ils disent, vous avez une plateforme digitale qu'on vous donne et vous pouvez à chaque moment savoir votre solde. Ça veut dire savoir combien vous avez avec les bénéfices que vous avez. Et si vous voulez donner maintenant à une association, vous pouvez le faire. Ouais, donc, c'est quelque chose de très, très bien. Une sorte de, qui est, parlait de cette plateforme digitale. En temps réel, on sait exactement. Et on sait comment faire. Et ça peut inciter énormément les gens qui ont plus ou qui sont aisés et de pas attendre. Ils disent, n'attendez pas que vous ayez un âge très avancé parce que des fois, à ce moment-là, vous avez moins d'argent et on a besoin plus peut-être des familles. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis le moment où vous avez eu un grand succès, chacun selon bien sûr, ce qu'il peut faire. Daniel, merci beaucoup pour tout ça, pour ces mots, pour ces pensées, pour les gens qui attendent cette campagne avec impatience. Des milliers de familles ont été aidées grâce à vos dons généreux. J'espère que ça continuera parce que ça permet de passer les hauts et les bas qu'on peut avoir en Israël et de regarder la vie sous un meilleur angle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Daniel. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, Purim Sameach.